16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée. Elle est l'une des figures majeures de la haute couture française, la plus petite des grands couturiers, ce qui a fait sa fierté. Elle a créé la marque Torrente. Aujourd'hui, Rose Torrente vient nous voir pour son livre autobiographique intitulé Haute Couture, qui raconte son siècle de mode aux éditions Fayard, mais pas seulement. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invitée et ce, en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Rose Torrente. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui en direct sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie de décortiquer votre vie ensemble dans cette émission, en démarrant bien évidemment avec tout ce qu'il y a dans ce livre. On démarre par le début, toujours le début. Merci de me recevoir. Rosette Lapidus Mette. Vous êtes née en avril 1932 dans une famille d'origine juive slave. Votre père, Robert Lapidus, venu de Vilnius en Lituanie, était un génie du commerce. Il était tailleur rue de Charonne et votre mère, Cécile, femme active et au foyer en même temps, avait 4 enfants. Bernard, Edmond, devenu grand couturier, Ted Lapidus, vous et Monique. Tout a commencé pour vous dans un petit appartement de la rue Trousseau, dans le 11e arrondissement de Paris, au 24 précisément. Mais vous n'y resterez pas très longtemps, vraiment. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Alors, je suis née rachitique. Donc, ma mère, qui était déjà épuisée avec ses 2 fils, c'est très dur pour une jeune femme, une jeune maman. Elle a eu son premier enfant à 17 ans. Donc, épuisée, quand je suis arrivée, il fallait vraiment s'occuper de moi. Et ils ont eu peur de me perdre, alors ils ont décidé, depuis Berck, où ma grand-mère m'a gardée au début, de me mettre en nourrice pour que je grossisse, que je prenne des forces avant de rentrer à Paris. Et finalement, je ne grossissais pas parce que moins je voyais ma famille et moins je voulais manger. Donc j'ai vécu beaucoup chez des fermiers bienveillants. Ils étaient d'accord pour que je profite. Mais ce n'était pas une famille. On ne me racontait pas d'histoire le soir. On ne m'apprenait pas à lasser mes chaussures. J'étais parmi des gens bienveillants, mais tellement seule. Presque, pas, je ne peux pas dire abandonnée, mais avec une sensation d'abandon. C'est ça. On sent que vous avez cette sensation-là qui est très présente. Vous serez emmené à plusieurs reprises au grand air. Et bien sûr, il va y avoir la guerre. La guerre va éclater, elle sera déclarée. Et vous écrivez que pour vous, cette guerre ressemble à une libération. Ça a été ma libération. C'était un 31 août, c'était l'anniversaire de mon frère Bernard. Mon père, ma mère avaient invité les gens qui me gardaient, ces fermiers très gentils. Et ils parlaient de la guerre pendant tout le déjeuner. Alors ils disaient, on est tranquille, on a la ligne Maginot, il n'arrivera rien. Et puis les cloches se sont mis à sonner tellement fort. Ils ont dit, ça y est, c'est la déclaration de la guerre. Alors là, papa m'a pris dans ses bras, m'a dit, tu rentres avec nous et on ne se sépare plus. Et pour moi, ça a été vraiment une libération parce que cette déclaration de guerre, je récupérais ma famille. On va voir que vous allez grandir un petit peu plus tard dans un contexte où votre mère va fuir à travers la France pour vous sauver, vous, ces 4 enfants. Et votre père, qui est, à mon avis, et qui restera votre cap, sera très vite emmené à Drancy, à 36 ans, avant d'être déporté à Auschwitz. Vous n'en saurez rien pendant très longtemps. J'ai attendu. Mon père, c'était mon Dieu, c'était mon rêve, papa, être dans les bras de mon père. Il me chantait des chansons yiddish. Il m'endormait le soir. Pour lui, je faisais des pointes, je dansais. Je faisais tout pour charmer mon père. Parce qu'une petite fille sait charmer un papa. Et quelque part, quand on l'a enlevé, je l'ai attendu toute ma vie. Pendant des années, j'attendais qu'il revienne. Je disais peut-être que les Russes l'ont pris. Jusqu'à ce qu'on sache ce qui lui était arrivé. J'ai cru que je le reverrais. Et paradoxalement, il ne m'a jamais quitté. Il a été toute ma vie près de moi. Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de bien, je disais « Merci, papa ». Et quand j'avais des angoisses, je disais « Aide-moi, papa ». C'est ma question de fin. Rose, on va y venir dans un instant, mais tout d'abord, et puisque vous avez parlé de cette petite fille que vous étiez, comment étiez-vous vraiment, vous, petite fille ?
pas tellement jolie. J'avais un grand nez, puisqu'on l'a opéré plus tard. J'avais une énorme tignasse. Vous voyez, des cheveux pas tellement... j'étais pas tellement une jolie petite fille. J'étais terne. J'ai du mal à penser ça quand on Ouais. vous voit aujourd'hui. Hein. J'étais terne, mais quelque part, j'avais tellement envie qu'on m'aime. Mm. Je cherchais l'amour que je n'avais plus puisque mon père était parti. Maman a mis au monde ma petite sœur. Nous avons 10 ans de différence. Monique. Elle est arrivée belle comme le jour, belle à croquer, avec des yeux verts magnifiques, un beau bébé. Et ma mère était folle du dernier enfant, ce qui est normal. Et moi, j'étais entre les, vous voyez, celles qu'on ne voyait pas. J'ai été la petite fille qu'on ne voyait pas. Rose, comme la rose du Titanic, c'est le cas de le dire, vous êtes la seule aujourd'hui à pouvoir encore raconter la mémoire des belles années de la haute couture. Preuve en est, le couturier italien Galliano vient de nous quitter. Est-ce que vous vous connaissiez ? On se connaissait tous. Je vais vous dire, avec les couturiers italiens, il y avait une sympathie. D'abord, mon nom, Torrente, un nom inventé, pour eux, j'étais de la famille. Par Oui, contre, parce que Torrente, c'est italien. Les couturiers français, c'était la guerre. Personne n'aimait l'autre. Mais personne. Et si je dis que quelque part, moi, ils ne m'aimaient pas, ils ne me voulaient pas, ils ont tout fait pour se débarrasser de moi. Tout fait pour se... Que fait-elle parmi nous ? Pourquoi ? Parce que j'avais du succès, que j'avais de nombreuses femmes. Et ils trouvaient que j'étais commerciale. Quand une robe est chère et qu'on vient l'acheter, ça s'appelle pas être commercial. Ça veut dire que la femme qui s'habillait chez Torrente voulait un Torrente. Et ils m'en voulaient d'être parmi eux deux. Qu'est-ce que je faisais parmi eux ? Et en plus de cela, Rose, vous saviez tout faire. Il faut dire la vérité, quand on lit votre ouvrage, on voit que vous saviez aller chercher l'argent, votre dû au départ. Mais on va l'expliquer doucement parce qu'au départ, vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez avec votre frère, Ted Lapidus, mais on va progresser ensemble. Vous allez nous raconter ce temps où les couturiers dirigeaient leur maison comme des PME dans le triangle d'or parisien. Ce temps-là, il vit en vous, mais aujourd'hui, il n'existe plus vraiment. On a changé de siècle. Cette époque-là était une époque où le rayonnement français existait à travers le monde, où il y avait un côté artisanal et un côté où les gens qui voulaient réussir pouvaient réussir. Aujourd'hui, pour réussir, il faut donner tellement de soi-même, il faut tellement croire en soi. On est dans une autre époque. C'est incomparable la différence. Moi, je représentais dans ma vie, pour moi, je voulais que le rayonnement français soit partout. C'était ça, mon métier. Aujourd'hui, il faut dire que l'Europe, la mondialisation ont impacté la mode, pas seulement l'agriculture, mais tout le reste aussi. Quand vous voyez une marque chinoise comme Shein, par exemple, arriver dans les grands magasins, que ce soit le BHV ou les Galeries Lafayette, comment vous réagissez ? Je souffre. Je souffre. Parce que nous sommes des créateurs en France et nous avons de nombreux créateurs. Mais une marque comme Shein, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle emploie nos idées et elle les reproduit très très bien. Donc, elle donne envie. Elle crée une mode de la rue. Et ça, c'est très très dangereux. Nous avons tellement de contraintes aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes les usines avec qui j'ai travaillé, un couturier vit de ses royalties, c'est-à-dire qu'il signe des contrats pour le prêt-à-porter. Moi, j'habille en plus les hommes. Le prêt-à-porter, la mode masculine, les lunettes, le linge de maison, les chaussures. Toutes les usines ont fermé sans exception. Ce sont les contraintes qu'on nous a imposées qui ont fait qu'aucune usine ne pouvait perdurer. Vous aviez le dernier matériel le plus puissant, le plus performant et des usines fermées. Elles ont toutes fermé. Il n'y avait plus une usine en France. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai signé, comme je connaissais la mode masculine, puisque mon frère m'a tout appris. J'étais 10 ans son assistante. J'ai signé, j'étais la seule à pouvoir travailler avec une maison comme Vestra qui avait 2800 personnes, un petit village. Tout le monde travaillait dans ce village pour Vestra, comme dans le temps on travaillait pour les mines. Et ils étaient là. Et ils faisaient un costume
1h50. Et ils étaient les plus performants qui puissent être. Cette usine-là, elle a fermé avec le matériel le plus extraordinaire. C'était de nouveau un endroit vide. Les lunettes à Oyonnax. Dieu sait que les lunettes, Oyonnax était une ville qui rayonnait pour les matières plastiques. Fermée. Comment vous Limoges, expliquez fermée. ces fermetures restaurantes? Les contraintes. Les contraintes, c'est le con- petit détail. Non, ce qu'on exigeait des industriels Oui. et les contraintes qu'on nous imposait. Les contraintes étaient terribles. Pas d'heures supplémentaires, très peu d'heures. Tout ce qu'on nous a imposé a fait fermer toutes les usines françaises. Il n'y en a pas une qui a résisté. Il n'y a pas une usine. Vous vous rendez compte, le linge de maison, de l'orme, tout ça, tout fermait, les unes derrière les autres. Comment voulez-vous que la haute couture perdure si elle fait des collections pour avoir un rayonnement international et le diffuser à travers le monde et qu'il n'y a plus d'usine? Donc aujourd'hui, la haute couture française, comment elle travaille? Elle travaillote. Elle travaille. Sauf si elle appartient à de grands groupes. Nous étions 27 grands couturiers. 3 ont été repris par de grandes marques. Et quant à Chanel, elle appartenait dès le départ au groupe Vertemer, donc 4 sur 27. Ils ont des maisons comme Lacroix, comme Ungaro, comme Scherer. Des maisons puissantes ont déposé le bilan. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu très tôt un sleeping partner libanais. J'habillais toutes les Libanaises. Je les habillais toutes comme les hirondelles. Elles viennent, quand elles s'en vont, elles partent toutes en même temps. Mais quand elles arrivent toutes en même temps. Dans cet ouvrage Haute Couture, vous racontez tous les rouages, bien sûr, qui ont permis et vous ont permis de faire votre place dans ce monde que vous décrivez quand même d'assez masculin, vous en convenez. Rose Torrente, vous dites « Je me suis battue comme un lion pour garder ma place au milieu d'hommes qui ne me voulaient pas. Et dans ce monde assez masculin, tout d'abord, pas votre frère, mais votre père, tailleur, qui avait peut-être tout prévu, puisqu'il avait caché un camion de tissu avant d'être arrêté. Et ça, j'aimerais que vous nous le racontiez, parce que ça a fait le redémarrage financier de votre famille après la guerre, quand il a fallu revenir chez vous, Rose. C'est ce qui a lancé Ted Lapidus. Sont arrivés. Ma mère ne se rappelait même plus que mon père avait chez un ami boucher 2 frères. Un boucher, l'autre à Chartres, qui était dans l'industrie, avait caché 2 camions de tissus d'hommes. Quand ils sont arrivés, ils ont appelé maman, ils lui ont dit, voilà, on rapporte les tissus. D'un seul coup, nous étions les seuls, rue de Charonne, à pouvoir habiller les hommes qui quémandaient un nouveau costume. Vous vous rendez compte, quelques années avec le même costume sans pouvoir en acquérir un autre. Et là, Ted a pris 1 centimètre. Il est allé tous les soirs au club de Paris. Il était très brillant, Ted. Attention, c'était quelqu'un d'infiniment doué en tout. Et il avait 1 centimètre, des échantillons. Il prenait les mesures et il vendait à tour de bras. C'est comme ça que, quelque part, il est devenu Ted Lapidus. Vous écrivez, ces tissus refont de nous une famille de tailleurs. C'est de ce bain-là que nous venons, mes frères et moi. Nous ignorons encore l'importance que la mode prendra dans nos vies, à quel point elle va nous réunir, combien elle va nous déchirer. La mode sera notre terrain de jeu et notre guerre de tranchées. Tous les coups seront permis, pour le meilleur et pour le pire. La haute couture sera notre affaire de famille, de passion et de trahison, notre colonne vertébrale. Vous avez été formé dans les ateliers parisiens. C'est votre frère Ted Lapidus qui vous a tout appris. Et vous dites, il m'inspire, me subjugue, c'était un visionnaire. Et il a inventé beaucoup de choses de la mode. Attendez, Ted Lapidus était quelqu'un de tellement brillant. Et il avait en lui ce don de charmer d'abord et ensuite de créer. Il a créé la mode militaire parce qu'on sortait de la guerre. Alors il a fait les sahariennes. C'est lui qui a créé le smoking, c'est pas du tout Saint-Laurent. Il a créé la saharienne, il a créé ces vêtements à pattes d'épaule. Le look androgyne. Voilà. Et il a créé le premier, une mode androgyne. Et il a créé sur vous.
Rose, il faut le dire. Vous écrivez, et je me permets de vous citer quelques petits extraits de votre ouvrage qui est merveilleusement écrit et très tendre. 10 ans durant, je travaillais pour Ted, à la fois soumise et heureuse de ma chance à son service. Son charisme me porte et me happe. Bien sûr, il profite de la situation. Je suis l'esclave consentant dont il fait ce qu'il veut. Corvéable à merci, je ne compte pas mes heures, si nombreuses que c'en est indécent. Sans même être payée, et j'en redemande, j'aurais donné ma vie pour ces moments-là. Je ne regrette rien du reste. Grâce à Ted, je suis devenu grand couturier. Comment lui en voudrais-je après tout ce qu'il m'a appris? Je fonçais, j'ai donné beaucoup parce que je voulais beaucoup. Il ne manquait pas de considération à mon égard. J'aurais vécu dans sa lumière, recueillant quelques bribes de son génie. C'est vrai. Imaginez un arbre avec 2 branches. Il était une branche et j'étais l'autre. Et nous avions la même sève. Ted m'a tout appris. Moi, j'étais ignorante en fait. Et on parlait philosophie, il m'a appris tellement de choses. Et il m'a appris mon métier. Vous allez alors vous lancer dans ce milieu seul, qui ne vous a pas forcément bien accueilli à vos débuts, Rose. Vous avez écrit à une de ses associées à Ted, vous avez dit une phrase pas tout à fait gentille et vous lui aviez répondu « Je vous étonnerai ». C'est vrai. Cela avait tenté de vous écœurer, mais pas du tout. On est au début des années 60, une époque où l'industrie n'a pas pris le pas sur le fait maison, et vous dites encore une fois, Torrent a été ma libération. C'est vrai. Quand je suis arrivée chez Torrent, chez Ted, j'étais à sa merci. Je partais le matin, je finissais à minuit le soir, parce que les costumes qu'il avait essayés dans la journée, il fallait les ramener chez les apiéceurs. Ils habitaient Belleville, et le soir, je prenais le métro. J'allais rendre les costumes pour qu'ils les finissent. Ensuite, j'allais à la gare du Nord, porter les pantalons qu'il avait coupés pour que les apiéceurs viennent les chercher à la consigne, les culottiers. Donc, j'avais une vie où j'étais tellement heureuse d'être avec Ted. Je le remerciais, je n'avais pas de mots, mais j'avais une vie difficile, j'avais une vie éteinte. Et quelque part, son associé lui dit, tu as 1 mois ou 3 semaines pour trouver quelqu'un qui rachète mes parts, ou c'est moi qui trouve. Et Ted a cherché, n'a trouvé personne. Et mes amies, elles sont arrivées avec l'argent sur la table, sans un papier, sans rien, en disant « Vas-y, on est derrière toi ». Parce qu'il faut dire que Ted la bideuse avait des parts dans Torrent, donc ceci explique cela. Il a tout fait pour vous mettre des bâtons dans les roues par la suite. Cela explique le petit extrait que j'ai lu précédemment, et on ne dira pas tout, évidemment, Rose, parce que nos auditeurs doivent acheter votre ouvrage, mais vous direz « Mon empire contre son emprise ». En tant que femme, comment vous avez tenu? J'ai appris à me défendre depuis toute petite, quand j'étais dans les fermes. Quelque part, je me défendais. J'ai appris au collège, quand j'avais faim, à troquer des devoirs pour avoir un peu de confiture sur une tartine. J'avais faim. J'ai appris ensuite à me défendre même contre Ted, qui était très très dur. Je faisais tout ce qu'il voulait, mais j'ai appris à exister. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, Torrent a été une libération. Ça a été mon premier enfant. Les femmes ont été votre moteur, vous dites dans cet ouvrage. Oui. J'ai habillé tellement de femmes. Plus je les rendais belles, plus je me sentais bien. Et j'étais comme en religion. Torrent, c'était ma raison de vivre. Votre tante Maryse vous a inspiré toute votre vie, dites-vous. Oui, je l'ai adorée. Cette femme m'aimait. Elle me donnait ce que je n'avais pas. Et quand quelqu'un vous prend dans ses bras, vous câline, vous regarde dans les yeux en vous disant des choses gentilles, je l'ai aimée toute ma vie, ma tante, jusqu'à la fin de sa vie. Je lui ai donné à manger. Vous voyez, elle ne pouvait plus se servir de ses mains. J'avais un tel dévouement pour elle. Vous lui avez rendu aussi un peu de ce qu'elle vous a donné quand vous étiez jeune. Rose. Tout à fait. Vous avez eu des clientes incroyables. Est-ce que vous voulez nous parler de certaines de l'une d'elles? Écoutez, je vais vous parler de Je vais vous parler d'Audrey Hepburn. Elle est arrivée, elle était enceinte. Audrey Hepburn était tellement contente d'habiller Audrey. Et elle appartenait à Givenchy pour moi. Et elle arrive chez Torrent, elle pousse la porte de Torrent. Et je lui dis, je suis tellement honorée, contente de vous voir. Elle me dit oui, mais je veux que vous m'appeliez Madame Mel Ferrer.
J'ai été touchée. J'ai été touchée par des clientes, que ce soit des femmes politiques qui arrivaient de partout. Le roi du Maroc arrivait avec une photo en me disant « Ma femme veut cette robe ». Les femmes m'arrivaient de... Madame Simone Veil, distinguée, me dit « Je veux que vous me fassiez une très belle robe du soir. Vous voyez, j'ai des formes, je voudrais une présence dans une robe. » Je lui ai fait une robe bleu marine en velours, qui l'allongeait, qui allait avec ses yeux. Chaque fois que je rendais une femme belle, j'étais fière. Et vous l'écrivez. Encore maintenant, je ne peux pas croiser une femme sans imaginer comment je l'habillerais. Vous avez habillé Claudia Cardinal, Mylène de Mongeau, Raquel Welch. D'ailleurs, c'est une femme que vous avez adoré habiller, peut-être même celle que vous avez préférée. Brigitte Bardot, Marlène Dietrich, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Dalida. Parlez-nous de Dalida. Alors Dalida avec un corps de rêve. Au départ, je n'étais pas celle qui l'habillait. Mais comme tout le monde venait chez Torrente, elle voulait aussi une robe de Torrente. Donc, elle m'a dit, faites-moi un fourreau. Faites ce que vous voulez. Et j'ai fait ce que je voulais. Je lui ai fait un fourreau magnifique. Et quelque part, j'étais fière parce que je la voulais. Mais celle que je voulais en premier, c'était Marina Vladi. Parce qu'elle était russe, parce qu'elle était slave. Et j'ai dessiné une robe, je dis, cette robe, je vous la voudrais bien pour moi. Et le lendemain, elle arrive. Il y a quand même des circonstances incroyables. Et quelque part, j'ai habillé des femmes inconnues qui rentraient, qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Et plus je les rendais belles, j'ai eu des frères, des maris, des fiancés qui m'ont couverte de fleurs en me disant « comme vous l'avez rendue belle ». Quand un homme vous envoie des fleurs parce que vous avez rendu sa femme, sa fiancée ou sa sœur et vous couvre de fleurs, c'était une récompense. Et jamais l'argent ne m'a motivée. Je suis pas une femme d'argent, je suis une femme. J'aime créer et transmettre. Vous avez fait aussi votre robe de mariée, celle du La seconde femme de Charles Aznavour, ou encore vous avez habillé la maman de Sylvie Vartan pour le mariage de sa fille avec Johnny. Vous restez avec nous, on continue avec vous, bien sûr, Restaurant pour haute couture chez Fayard. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le président israélien Yitzhak Herzog a déclaré que le peuple iranien mérite un changement profond et une vie meilleure. Il a décrit le régime iranien comme oppressif, accusé de répression, d'arrestation et de violence contre sa propre population. Yitzhak Herzog s'est dit surpris par le silence de certaines personnalités internationales qui critiquent Israël mais ne défendent pas le peuple iranien. 2 employées d'une garderie illégale de Jérusalem placées en résidence surveillée après la mort de 2 bébés. Elles seront assignées à résidence pendant 9 jours, interdites de travailler durant 45 jours et n'auront pas le droit de contacter les familles des victimes pendant 30 jours. Pour rappel, les corps d'Aaron et de Léa, âgés de 4 mois, ont été découverts lundi matin dans une garderie Rachedi surpeuplée à Jérusalem. 53 autres bébés et jeunes enfants s'y trouvaient, certains présentant des blessures de gravité variable. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans le nord d'Israël pour dénoncer l'incapacité de la police à freiner la criminalité violente dans la communauté arabe. Cette manifestation, la plus importante de ces dernières années, fait suite à une vague d'homicides qui a fait 20 victimes depuis le début de l'année. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou convoquera le cabinet dimanche prochain afin d'examiner le rapatriement du corps du sergent-chef Ran Gvili. Cette annonce intervient après que le nouveau comité technocratique palestinien a affirmé que le point de passage de Rafah devrait rouvrir complètement la semaine prochaine. Avant de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Donald Trump a signé la charte fondatrice de son Conseil de paix en présence d'une vingtaine de dirigeants. Donald Trump a assuré que cette nouvelle instance travaillerait en coordination avec les Nations Unies. Au total, 19 pays ont signé la charte, dont l'Argentine, le Maroc, la Turquie, la Hongrie, la Bulgarie, l'Azerbaïdjan et l'Indonésie. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h. Tout de suite, une courte pause et on poursuit notre émission avec Rose Torrente et mes chroniqueurs sur Radio J.
Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, mais pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Rose Torrente, pour son ouvrage Haute Couture, sorti aux éditions Fayard. Évidemment, Rose, j'ai envie de rentrer dans le détail avec vous et j'ai très envie de savoir, même si je connais un peu la réponse, quelle est votre toute première création, celle que vous estimez être la toute première? Ma robe de mariée. C'est ma première création. J'étais toujours chez mon frère Ted. Mon mari m'avait demandé en mariage et le bonheur. J'avais le cœur complètement pris et j'ai décidé que ma robe de mariée, je ne l'essayerais pas. Je la ferais sur un mannequin de bois. Je connaissais mon corps, je connaissais mes dimensions, mes mesures. Et vous savez, la dentelle, elle était en dentelle, sur un fond de satin. Et la dentelle, il n'y a pas de couture. Tout est réincrusté. Vous ne voyez aucune couture dans une robe de dentelle. Et là, j'ai dessiné ma robe, qui était mon premier modèle, en fait, sur un fond de satin avec des jupons en arrière, très, très près du corps. J'avais une taille très fine à l'époque. Et un petit col ouvert devant, des petits boutons de perles sur le bas des manches. Et je voulais m'étonner le matin de mon mariage en disant, voilà, je n'essayerai pas ma robe avant le jour de mon mariage. Ce qui s'est passé. Mais comme je ne l'avais jamais essayé, on avait oublié de coudre la fermeture éclair. Et il a fallu coudre la robe sur moi. Et comme c'était l'époque des guêpières, de la taille très très fine sur les jupons, ça a été un véritable travail de coudre cette robe. Et je me suis étonnée avant d'étonner les autres. Rose, on vous doit aussi la jupe taille haute, je crois savoir. Une jupe noire taille haute dans la matière m'échappe un petit peu. C'est du taffetas. Et le taffetas, c'est irisé. C'était du taffetas irisé. Très, très serré à la taille. Ample. Avec des blouses bouffantes en organdie. En fait, c'était une époque, les années 55, où les femmes étaient très féminines. Mais je dois vous dire où j'ai pris mon inspiration quand j'ai commencé mes collections. Eh bien, ce sont des films américains des années 30. L'élégance de ces femmes dans ces films, le raffinement que j'ai découvert m'ont terriblement inspiré pour la création. En fait, j'ai pris aux Américains ce qu'ils avaient pour créer une mode française qui devait rayonner dans le monde entier. Quelle a été la création qui a connu le plus de succès? Le manteau gris que j'ai fait pour Brigitte Bardot. J'ai fait un manteau gris en tweed gris, tweed anglais, avec, comme les hommes, une première petite poche, une chaîne en argent qui tombait sur une autre poche pour y mettre la montre. Et ce manteau, quand elle l'a présenté sur elle, François m'a fait une page pratiquement entière de Brigitte dans ce manteau de tweed. Et c'est peut-être une des créations qui a le plus représenté ma mode. Est-ce que, selon vous, c'est votre plus belle création? Ou Non. il y en a eu une qui a tout dépassé? Ma plus belle création, je crois, c'est l'autruche. J'ai fait en autruche des vêtements extraordinaires. J'étais la seule. J'étais une pionnière en autruche. Les fabricants arrivaient avec des autruches qu'ils assouplissaient pour moi. Imaginez un trench en autruche, sport. Ma plus belle création, c'est l'autruche. La signature de vos défilés, c'était la robe rouge. Toujours la robe rouge. Selon vous, aujourd'hui, Rose Torrente, la tenue intemporelle, c'est quoi à notre époque? Alors, surtout pas le noir. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, veuve sicilienne, il y en a trop. Surtout aujourd'hui, on a la chance d'avoir des marrons et des marines extraordinaires. Et il faut jouer la couleur. Il faut changer.
Est-ce que pour vous, une tenue doit être bicouleur ou tricouleur? Non, pour moi, une tenue, si elle peut être unie, elle est encore plus belle. Unie. Oui, Une parce qu'elle seule couleur. grandit une femme. Ok. Et à la main, si on en a besoin. Et si on est mince, elle donne une élégance. Si vous voulez, elle sublit. Ça rend une femme. Ça rend une femme, ça lui enlève son mystère. C'est quelque chose de très important. Ça lui enlève ou ça lui laisse son mystère? Ça lui laisse son mystère. Ça lui laisse son mystère. Donc pour vous, c'est le comble du chic. Oui. Ce serait ça. La tenue que vous préférez, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un blazer bien épaulé, chic, croisé, 4 boutons, sur un pantalon, qu'il soit en cuir, qu'il soit en soie, n'importe, même sur un petit fourreau. Pour moi, c'est sur un jean, que je n'aime pas, mais qui est dans la vie présente. C'est le blazer, 4 boutons, un peu cintré, et qui marque les hanches, et surtout avec des épaules droites. Tout part de l'épaule pour la tenue d'un vêtement. Et ça, je l'ai appris avec Ted, parce que ça vient de la mode masculine. Donc ce serait la tenue que toute femme doit avoir. Regardez, j'ai ramené une veste qui ressemble à la tenue que portait Ivana Trump pour l'investiture de son mari. Cette veste justement croisée, bien épaulée, 4 boutons. Et je l'ai amenée, j'ai eu des interviews filmées. J'ai amené la veste. J'ai dit, vous voyez, elle est mienne et elle a 20 ans. C'est indémodable. Vous l'avez aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas sur moi. Mais elle est d'ailleurs trop petite pour moi. Mais je l'ai amenée parce que c'était dans un satin lourd, un satin mat, d'un certain bleu, comme un bleu jean mais pâle. Et j'ai dit, voilà, cette mode-là perdure. Rose, vous devenez la plus petite des grands couturiers au moment où vous rejoignez ce fameux club en 1972 que vous mettrez du temps à intégrer. Vous écrivez: la haute couture, c'est la jungle. La haute couture, c'est comme le cinéma, c'est un art collaboratif. Vous allez connaître le succès pendant de nombreuses années, près de 40 ans de carrière, on peut dire ça, c'est Oui. ça, 40 ans de carrière. Quel a été votre plus beau moment de carrière? Le plus beau moment, c'est quand j'ai obtenu le titre de couturier. Parce que, art et création, pourquoi on ne dit pas couturière? Une couturière, ça coud, un couturier, ça crée. C'est la différence. Il y a eu des moments drôles que vous racontez, des moments plus durs. Et j'aimerais quand même évoquer ce moment plus dur, si vous me permettez. Après l'horreur de l'enfance que vous avez vécue, auquel on ne s'est pas trop attardé, mais que vous évoquez très longuement dans votre ouvrage, le pire moment vient d'un article de Libération. Une honte, une honte. Arrivé, moi j'ai toujours travaillé veille de collection. On n'aime rien, on refait tout, on coupe, on découpe, on rajoute, on travaille. Une collection, ça se travaille, ce sont des heures de travail. On aime, une robe, on l'aime plus ou moins, on rajoute ça, on enlève ça. C'est ça, les répétitions générales. Arrive un petit jeune homme, blond, les yeux bleus, charmant, madame, permettez-moi de... Ah, je dis non, ça c'est entre nous, vous ne pouvez pas rentrer. Madame, je n'ai pas d'argent. Je suis stagiaire. Si vous m'acceptiez et que j'ai un petit moment de répétition générale, c'est à peu près sûr que on pourrait m'engager. Je suis sur le bord d'être engagé. Il faut que je fasse une preuve. Accordez-moi ça. J'en ai besoin. J'ai dit, écoutez, venez. Il m'a eu au sentiment. Qu'est-ce qui est la veille de mes collections? Ma belle-mère, elle vient voir la collection de son fils avec son petit chapeau en fourrure, son collier de perles, son petit manteau, son petit sac. Elle s'assied, elle assiste à la répétition parce que le lendemain, elle est arrivée de Pologne. Elle n'a pas le courage d'être avec tous ces gens qui sont au premier rang et derrière, elle verra rien. Tandis que là, elle va tout voir. Et quand elle s'assied, certaines dames ont les jambes qui ne sont pas refermées comme il faut. On voit presque le bord de sa gaine, vous voyez. Elle est là, tellement saisie du bonheur de la collection qui sera présentée le lendemain. Et nous, on travaille. C'est très difficile, une collection, on hurle, on arrange, on fait pas attention à ce petit qui est dans un coin. Et le lendemain, toute la page de Libération. J'ai essayé de récupérer le journal, j'ai pas pu, mais peut-être qu'un jour je le récupérerai. Toute la page, la une de Libération.
Voilà la clientèle de Madame Torrente. Avec ma belle-mère, les jambes un peu écartées, toutes les chaises vides, où il y a un nom. C'est préparé pour le lendemain. En plus, moi j'avais un très très grand salon puisque j'avais racheté Knoll. Est-ce que vous vous rendez compte de la honte, de cette méchanceté? Pourquoi? Vous avez su d'où venait ce petit coup bas? Non, jamais su. Vous n'avez jamais songé? Non. Je peux vous dire que Libération, je les plains. Parce que si, pour faire vivre un journal, on doit faire une comme ça, je les plains. Surtout que j'ai connu Jean Daniel, j'ai connu sa fiancée, faisait servir ses repas avenue Foch en gants blancs. Je trouve que quelque part, c'est pas bien cette presse-là, c'est pas bien. Rose Torrente, vous avez vécu de très belles heures avec Torrente avant que cette belle maison s'éteigne. Aujourd'hui, vous l'écrivez, vous ne dessinez plus, mais vous écrivez. Est-ce qu'au fond de vous, et pour terminer, vous avez peut-être aussi quelque part, et puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure et que je vous ai dit que ce serait ma dernière question, choisi ce métier pour rester peut-être proche de votre père en vous disant qu'il aurait été fier? Tout à fait. Vous avez découvert le mot magique. Papa, je suis là. Rose, je vous remercie beaucoup pour cet échange. On va continuer à parler littérature avec Annabelle Chakmes. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Madame Torrente. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui de La recherche de la beauté de Corinna Baumann aux éditions Charleston parce que c'est un roman qui raconte la force de construction d'une femme, cette capacité à se relever quand tout s'effondre. Vous avez attisé évidemment notre curiosité, Annabelle. Dites-nous-en un petit peu plus sur l'histoire de ce livre. Alors, l'histoire est celle de Sophia Krohn, jeune femme brillante, étudiante en chimie. Elle se voyait reprendre la droguerie familiale et y créer ses propres produits de beauté, mais un événement bouleverse tout. Elle tombe enceinte hors mariage. On est en Allemagne dans les années 20, son père la met à la porte et alors s'effondrent ses rêves d'enfance. Sophia part, elle quitte son pays natal pour Paris avec presque rien, sinon sa détermination. C'est là que son destin bascule lorsqu'elle croise Helena Rubinstein, figure emblématique de la cosmétique moderne, qui lui propose un travail à 2 conditions, la suivre à New York et renoncer au mariage pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'on retient comme message essentiel dans ce livre ? Ce que raconte Corinna Baumann au-delà du parcours romanesque, c'est la résilience féminine. Vous savez, cette faculté à transformer la chute en tremplin. L'autrice écrit « La meilleure façon d'apprendre est de commencer tout en bas ». Et c'est ce que n'a pas hésité à faire le personnage principal de ce roman. Tout recommencer à zéro. À travers le courage et l'ambition d'une femme, ce livre raconte aussi l'histoire d'une immigration d'Europe de l'Est qui, dans le New York du début du XXe siècle, parvient non seulement à se reconstruire, mais aussi à se façonner un avenir flamboyant. À qui vous recommanderiez ce livre, Annabelle ? À tout public, puisque sa traduction de l'allemand est simple, fluide, sans lourdeur, et rend cet ouvrage vraiment facile à lire. En effet, la lecture est légère grâce à une narration claire et efficace qui laisse toute la place à l'émotion et au parcours de son héroïne. Une histoire solidement charpentée grâce à son auteur Corinna Baumann, connue pour ses grandes sagas féminines, sachant créer des personnages de femmes fortes sans jamais les figer dans des stéréotypes. En conclusion, je dirais qu'À la recherche de la beauté est un roman profondément inspirant. C'est un livre qui donne de l'élan. Il rappelle qu'il faut toujours garder en tête qu'une femme est une source de force inépuisable, capable de se reconstruire encore et encore. Ce roman aide aussi à comprendre que la beauté n'est parfois précisément là où l'on pensait ne plus rien pouvoir sauver. À la recherche de la beauté, c'est de Corinna Baumann aux éditions Charleston et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Annabelle Chakmes et je crois que vous avez un cadeau pour notre invité. Tenez, c'est pour vous. Et on va faire un petit échange puisque je vous offre le merveilleux. Je n'osais pas vous le demander, mais voilà. Je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. Le livre merveilleux de Rose. Merci Annabelle Chakmes. C'est un très joli échange. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Madame Torrente. Bonjour.
Madame Torrent, vous connaissez sûrement Omer Adam, chanteur israélien ultra populaire. C'est simple, c'est notre Johnny Hallyday à nous, supplément Tchèque-Chouka. Et chères auditrices, à moins de vivre dans une grotte ou d'avoir décidé de faire une retraite spirituelle loin du monde moderne, au fin fond de la Creuse, vous n'avez pas pu passer à côté de l'effervescence autour de la venue d'Omer Adam en France. C'était l'événement à ne pas louper. Les billets sont partis plus vite que les euros sur mon compte bancaire le jour de la paye, c'est pour dire. Tous les Français de Paris, et certainement d'ailleurs, rafraîchissaient la page du site de vente toutes les secondes. Comme si c'était le site de la sécurité sociale pendant le Covid. Recharge. En salle de pause au bureau, j'entendais « Je suis 11 432e sur la file d'attente et toi 6 456, pourquoi ? Ah la chance, tu veux pas me revendre ta place dans la file d'attente ?» Et quand il n'y avait plus de billets, et ben là, les Hunger Games ont commencé. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Koh-Lanta a démarré. Et si t'as toujours pas la référence, est-ce que tu as une télé ? Bref, c'était la guerre. Entre ceux qui achetaient 15 billets d'un coup pour les revendre 4 fois plus cher, ceux qui utilisaient leurs enfants sur Facebook du style « Mon fils de 15 mois fête bientôt son anniversaire, son rêve le plus fou serait d'aller au concert d'Omer Adam. Je cherche donc des billets s'il vous plaît. » Ouais, d'autres. Des gens prêts à tout. Je t'échange mon scooter, ma belle-mère et 2 billets contre ta place, ok ? Et puis il y avait les rebelles, ceux qui commentaient Omer Adam, c'est qui ? Moi je cherche des places pour Laurent Voulzy, s'il vous plaît. Bref, la folie. Et quand enfin t'as un billet, là tu te sens choisi par Dieu. Tu es l'élite, tu regardes ton téléphone comme si c'était l'étape de la loi. Tu te dis voilà, ma vie peut s'arrêter maintenant, je vais voir Omer Adam. Et le public, le jour du concert, un mélange incroyable. Des ados en crop top, des mamans et des mamies déchaînées, toutes habillées en Torrent, au cas où on passe à la télé, évidemment. Des messieurs en smoking, profil trader, habillés en Ted Lapidus, qui connaissaient tous les paroles, mais qui en afterwork jurent « Non, moi j'écoute surtout du jazz, vous savez. » Et quand Omer Adam est arrivé sur scène, alors là, une explosion de dopamine. Les gens chantaient à plein poumon. Ils chantaient tellement fort qu'on aurait pu croire que le public faisait les chœurs d'Omer Adam. Et ce qui est beau, c'est que pendant 2 soirées, ce concert a réuni juifs, non-juifs, a priori, de tout âge, autour d'un artiste pour chanter l'amour. Et tout ça, ne l'oublions pas, au profit de l'association Or Babaït, qui aide des familles démunies en réalisant des travaux de rénovation et de réhabilitation de leur logement. Bref, ce n'était pas un concert, c'était une thérapie, mais aussi une aide et un soutien collectif. De la solidarité avec des basses et un drapeau d'Israël qui suivait le rythme. Et franchement, en soi, Madame Torrent, quand une salle entière bat au même rythme, comme ces 2 soirs-là, on se rend compte d'une chose. Finalement, la haute couture et la musique ont des points communs. Quand le tempo et la précision sont mis en œuvre, alors les âmes se mettent à vibrer. Wow, merci à vous. Merci beaucoup, Sarah Elbaz, pour cette plaisir. chronique. À la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est votre portrait, Madame Torrent. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Rose. Alors pour vous, je vais essayer de faire du sur-mesure. C'est gentil. De la haute psy, en tout cas j'espère. Mais il n'y a pas d'aiguille, pas de fil. Et on va essayer de faire des coutures invisibles, comme de la dentelle. Et vous me direz s'il y a des retouches à faire. C'est impressionnant. En fait, cette vie, elle commence par une souffrance, une séparation, un manque. On est cette petite fille, on est très heureuse d'arriver dans cette famille, mais cette famille n'est pas disponible. Et on cherche cette famille. On cherche cette famille et on cherche une figure masculine. Alors, ça montre un manque, mais de ce manque, vous allez en déterminer une force, une énergie, et on va en reparler. Et donc, vous êtes seul, et pour vous, la guerre est une libération, parce que vous retrouvez votre famille. Et vous vivez cet exil, vous vivez cette difficulté, vous vivez cette séparation, et vous avancez dans votre vie pour se faire aimer. Alors je rejoins mon frère et notre figure masculine et je donne tout. Je donne tout pour mon frère. Je travaille du matin au soir, je fais tout et je ne compte pas mes heures. Et j'aime ça parce que je donne pour être aimé. Alors, cette petite fille, elle crée sa propre marque. Et Torrent, c'est intéressant parce que Torrent, ça vient de torrent. C'est ce qui indique quelque chose qui coule, quelque chose qui a de la fluidité, quelque chose qui se bat et qui a de la force. Et quelque chose qui va d'un point A à un point B. Alors c'est ce que vous avez créé, et puis vous avez créé ce style que nous avez un petit peu précisé avec vos goûts, ce style qui est de la simplicité.
une sorte d'élégance, et l'élégance est une attitude. Mais elle n'a pas besoin de bruit. Ce rapport clair aux idées et à la forme. Mais on voit qu'il y a chez vous une rigueur et une discipline intérieure. Une créativité, mais constante, maîtrisée, structurée, même avec de l'autruche. Et puis je vois aussi qu'il y a beaucoup de résilience. Parce qu'on a parlé de force, on a parlé de combat, mais il y a de la résilience. Parce que vous êtes une femme qui arrive dans un monde d'hommes. On vous accueille pas les bras ouverts. On essaie de vous écarter. On vous fait pas de cadeaux. Il y a des critiques, il y a ce snobisme, cette rivalité. Mais on a une femme qui n'abandonne pas, qui trouve son moteur pour avancer. C'est ça votre résilience. Et en fait, on retrouve le bélier qui se bat comme un lion. Et puis, il y a ce besoin d'être reconnu, qui est lié à ce besoin d'être aimé, ou d'être accepté. Vous essayez de le faire dans votre famille, vous avez essayé de le faire dans cette nouvelle famille qui est la haute couture. Être reconnu. Alors il y a de l'amertume, parce que on vous a pas fait de cadeau. Que ce soit la presse, que ce soit les collègues, que ce soit les autres maisons de couture. Mais avec votre liberté, vous avez fait votre place dans ce monde. Et une façon de vous affirmer et de montrer votre légitimité. Je suis là et j'existe. Alors sur Radio J, on a appris de vous aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de rigueur et que peut-être que cette rigueur, elle est là pour contenir les émotions. Qu'il y avait de la création et ça c'est pour tenir, c'est pour avancer. Et qu'il y avait de la forme qui protège peut-être le fond, avec de l'indépendance et de la fidélité. Alors j'ai envie de dire que la mode passe, mais avec vous le style reste. Et vous êtes une femme qui a pu imposer sa vision, avec constance et rigueur. Un exemple d'amour du travail et d'affirmation de soi, dans un monde très exigeant. Une femme qui a cousu sa propre place. Merci. J'ai 93 ans et je n'ai jamais entendu une façon aussi gentille de me présenter. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Christian Réchaume, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Restaurant. Vous êtes venu nous voir pour votre livre Haute Couture chez Fayard. J'ai envie de vous dire mille merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Eh bien, je dois dire que je découvre chez vous, à Radio J, une famille. Et je vous remercie de m'y avoir invité. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Rose. Merci mille fois à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et puis Ethan Aloukaïef. On embrasse très fort Lia qui a été avec nous aujourd'hui cette semaine sur l'antenne de Radio J pour une semaine de stage. Voilà, merci beaucoup Lia pour ton aide et puis ta bonne humeur, j'ai envie de dire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec un nouvel invité. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le club IMO présenté par Marc Ezrati. Dans un instant, ce sera le journal sur Radio J, mais d'abord on va écouter une chanson que vous aimez beaucoup, Rose, qui s'intitule Mon Dieu d'Edith Piaf. À lundi.